se reporter à la sphère de Nicolas-Claude Fabry de Peiresc et aux années 1635-1636, année faste, où notre attachant curieux reçoit enfin d'une autre source des documents coptes similaires à ceux que possède le romain Pietro della Valle, qui se refuse obstinément à les lui communiquer. Une sorte de guerre intellectuelle s'était en effet installée entre eux, della Valle ayant mis un embargo sur les documents coptes qu'il avait rapportés d'Égypte. Ainsi Peiresc, persuadé que le copte représente le dernier état de la langue égyptienne et partant constitue la clé pour l'intelligence des hiéroglyphes, lassé d'attendre ces documents, se décide à commander au Caire, auprès d'Agathonge de Vendôme, une grammaire et un vocabulaire copte. Mieux, Peiresc n'hésite pas à envoyer du papier à son émissaire pour faciliter la copie des manuscrits, les moines coptes devenant de plus en plus réticents devant ce qu'il faut bien appeler un pillage de leur bibliothèque conventuelle. Le savant russe Oleg Volkov, au début du XXe siècle, rappelle en effet que le père Agathonge de Vendôme avait engagé des scribes qui copiaient des livres pour Peiresc, et celui-ci, insistant toujours pour posséder les originaux, alla jusqu'à expédier au Caire 2 paquets de papier extra fin pour faciliter la transcription des textes et les copies ainsi obtenues remplaçant dans les bibliothèques égyptiennes les ouvrages enlevés. Ces ouvrages coptes, Peiresc les destine à l'humaniste et philologue Claude Saumaise, qui l'apprécie et à qui il en enverra bien d'autres, en même temps qu'il continue à en procurer à son autre espoir, Athanas Kircher. Saumaise, de son côté, s'impatiente tout autant et se fait même de plus en plus pressant. Ce dessein que j'ai en main de ne pas perdre le goût de mon égyptien, écrit-il de Leyde à Peiresc dans une lettre datée du 1er juin 1635, et j'attends toujours en fort grande impatience le lexicon et la grammaire que vous me promettez. Quand viendront-ils? Les hommes vieillissent en attendant, et espérant, et meurent quelquefois avant que de voir le fruit de leur attente. Cet honnête homme qui est à Rome et qui vous promettait le sien dans 4 mois nous a baillé des paroles. Les attentes de Saumaise finissent par être comblées le 23 novembre de cette même année 1635, comme nous l'apprend la missive de Peiresc à Jacques Dupuy du 4 décembre. J'ai reçu votre dépêche du 23 où j'ai été bien aise d'apprendre que les 2 volumes coptes des évangiles et du vocabulaire vous ayant été rendus bien conditionnés et que M. de Saumaise les ait eus pour agréables et qu'il ne soit pas encore en état de partir pour la Bourgogne. Cet honnête homme, vous l'aurez compris, n'est autre que Pietro della Valle, l'un des premiers spécialistes de l'assyriologie, et passé à la postérité pour avoir fait connaître l'angora turc qu'il introduisit en Italie en 1620 et qu'il avait ramené de Perse. La description qu'il fait de cet animal plut tant à Peiresc qu'il en réclama, et ainsi débuta l'un des premiers élevages félins connus en France. Peiresc voit une passion pour les chats qu'il offrait parfois pour capter la bénévolence de ses interlocuteurs. Les 2 volumes coptes, on disait encore coptes à l'époque, ne sont autres que notre Scala de Montpellier, qui porte l'ex libris de Saumaise. On retiendra un autre point de cette missive. Claude Saumaise, à l'immense érudition, était bourguignon. Le Dijonnais, comme on va le voir, joue un rôle majeur dans notre histoire. À la mort de Saumaise, le 3 septembre 1653 à Spa, ses archives et une partie de sa bibliothèque furent léguées par son second fils, Claude Saumaise, à l'érudit et collectionneur Philibert de la Mare, ami de Saumaise père, et à Jean-Baptiste Lantin, tous 2 conseillers au Parlement de Dijon. Une partie de cette bibliothèque intégra par la suite celle de la riche famille de bibliophiles éclairés, les Bouillés, magistrats au Parlement de Bourgogne qui, pendant près de 2 siècles, du XVIe au XVIIIe siècle, s'attacha à l'enrichir. On doit essentiellement à Jean IV Bouillé, le plus célèbre
vais aller trop vite. On doit essentiellement à Jean IV Bouillet, le plus célèbre de la lignée, le chiffre 4 pour distinguer les Bouillets entre eux, car tous portaient le prénom de Jean, d'avoir accru quantitativement et qualitativement la bibliothèque buérienne, à laquelle Louis XV, par lettre patente de 1722, fera remettre un exemplaire de tout ouvrage sortant des presses de l'imprimerie du Louvre. Membre de l'Académie française, sur le fauteuil duquel succédera Voltaire, Jean IV, remarquable bibliophile, annotait ses livres. Gloire de Dijon, la bibliothèque familiale, en 1721, était constituée de 35 652 imprimés et 2010 manuscrits. À la mort de Jean IV, son gendre, François-Gabriel Bénigne de Chartrères, marquis de Bourbonne, également président au Parlement de Dijon, en hérita. Le gendre du second marquis de Bourbonne, le comte d'Avaux, la vendit en 1781 à l'abbaye de Clairvaux pour 135 000 livres, l'équivalent de 2 500 000 euros, alors qu'elle était en réalité estimée à 300 000 livres, invendable à ce prix. On peut lire, sous la plume de Gabriel Peignot, bibliographe considéré comme le plus savant de son siècle, quand ce beau monument disloqué et renfermé dans des caisses quitta l'hôtel de Bourbonne pour gagner la route de Clairvaux, ce fut un jour de deuil pour les Dijonnais. Toute la ville manifesta hautement son mécontentement et ses regrets. Ce sacrilège fit l'objet d'une épigramme du bourguignon Alexis Piron, ennemi juré de Voltaire, qui ne rend guère justice, il faut le dire, à la qualité de la bibliothèque conventuelle de Clairvaux que fréquentaient les savants, dont Voltaire. Adieu, riche bibliothèque, dépôt du génie et de l'art, abracadabra, du grand prophète de la Mecque. Va trouver les fils chez Bernard. Sur tes ballots, je veux qu'on lise, n'en déplaise aux fripiers d'Avaux, trésor livré par la sottise à l'ignorance de Clairvaux. Le sort de cette bibliothèque prestigieuse n'était pas encore mis à fin. L'abbaye de Clairvaux, ayant été déclarée propriété nationale en 1795, fut confisquée puis transférée à l'abbaye de Saint-Loup à Troyes, où elle demeura jusqu'à la fin de la Révolution française, avant d'appartenir à la bibliothèque municipale de cette ville. Pour couronner le tout, elle finit éparpillée à Paris, Dijon, Troyes, Lyon et Montpellier, qui détient, grâce à Gabriel Prunel, le deuxième grand in-folio du catalogue de la bibliothèque établie de la main même de Bouillet en 1721 et dédié aux manuscrits. Le premier volume concernant les imprimés se trouve aujourd'hui à Troyes. Le quart des quelques 900 manuscrits conservés à la bibliothèque de la faculté de médecine de Montpellier provient du fonds Bouillet. Parmi cette collection unique, les 2/3 remontent au Moyen-Âge. Albert Roncin lui consacre une étude approfondie, publiée en 1971 dans le bulletin de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. Certains d'entre vous se rappellent certainement la communication d'Hélène Laure Blanchet devant cette noble Académie des sciences et lettres de Montpellier en 2006, dont l'histoire de la bibliothèque de l'école de médecine avait fait l'objet. Alors il ne s'agit pas ici de l'exposer à nouveau, mais de nous concentrer sur les pérégrinations de la Scala de Montpellier. À l'orée du XIXe siècle, le littérateur Simon Chardon de la Rochette et ses collaborateurs, le bibliophile éclairé Gabriel Prunel et l'ancien bénédictin Jean-Baptiste Maugérard, mandatés par le ministre de l'Intérieur d'alors, Jean-Antoine Chaptal, éclusèrent, pour rester soft, les dépôts du Mans, de Chartres, de Dijon, d'Auxerre et de Troyes. Prunel et Chardon de la Rochette se présentèrent à Troyes en 1804, où leur travail de récollement dura 3 mois. Tous les ouvrages prélevés devaient être initialement remis à la Bibliothèque nationale. Or, Chaptal et Prunel avaient un attachement particulier à Montpellier. Enfin, aujourd'hui, la Bibliothèque nationale, pardon. Or, Chaptal et Prunel avaient un attachement particulier à Montpellier à travers la médecine. Raison pour laquelle Chaptal accorda à Prunel, qui était chagriné de ne pouvoir conserver les manuscrits, la faveur d'en faire une sélection destinée à la bibliothèque de l'école de médecine, enfin alors l'école de santé,
Et c'est ainsi que 2500 imprimés et 350 manuscrits du fonds Bouillet vinrent enrichir, au-delà de toute espérance, la bibliothèque. Alors, quelle motivation a présidé au choix de ce bel esprit qu'était Prunelle dans la constitution du fonds qui, fait tout à fait remarquable, compte des livres dans 38 langues différentes, syriaque, russe, tibétain, arabe, grec, latin, copte, etc. Selon Mireille Vial, conservatrice du fonds ancien de la bibliothèque, je cite, « C'est Prunelle qui a conforté l'admirable cohésion de la collection, aussi bien des manuscrits que des imprimés. Il est sans doute vrai que la collection Bouillet, d'où la nôtre est issue, en grande partie était déjà constituée dans ce sens. Mais lorsqu'on voit que les éditions imprimées répondent régulièrement aux textes manuscrits, qu'éditions critiques et commentaires savants côtoient les meilleures éditions de textes, on est forcé de reconnaître une volonté délibérée. On en déduit, dans l'esprit de ce médecin d'une érudition impressionnante, héritier de la vision humaniste des Lumières, où le livre occupait une place centrale, que la Scala de Montpellier répondait ainsi à la Lingua Aegyptiaca Restituta d'Athanas Kircher. Car tel devait être, selon Prunelle, le profil d'un bon médecin. L'éducation du médecin doit commencer par l'étude des belles lettres et des sciences naturelles et physiques. L'instrument du travail fondamental, c'est une bibliothèque. Quelle que soit la nature de vos études, les livres sont toujours un auxiliaire indispensable aux leçons que vous entendrez. Il faut qu'un médecin connaisse le meilleur ouvrage en chaque matière. La Scala de Montpellier s'avère un témoin exceptionnel à plus d'un titre. Non seulement par son cheminement singulier, de la Provence de Peiresc en passant par Dijon à Montpellier, mais aussi parce qu'elle est la seule en France à être conservée dans une bibliothèque autre que la Bibliothèque nationale de France, ce qui relève du miracle, ou plutôt de l'intelligence d'un homme, Prunelle. L'un des résultats notables de l'invasion de l'Égypte par les Arabes en 641 fut la disparition progressive du copte, langue nationale du pays, au profit de l'arabe. Celle-ci ne prolongera son existence que dans la liturgie, où les psaumes sont aujourd'hui toujours chantés en copte. Au 7e siècle, l'Égypte parlait copte. Au 12e siècle, elle parlait arabe. Mais dès le 11e siècle, l'arabe devient la langue des lettrés, des écrivains. Cela étant, le copte reste indispensable aux ecclésiastiques pour la lecture des textes anciens, notamment des textes hagiographiques, et pour la célébration de la liturgie, puisqu'il fallait savoir lire dans le texte les livres liturgiques et en priorité la Bible. Il n'existait alors aucune grammaire. Au XIIIe siècle, les Coptes connaissent une renaissance intellectuelle et littéraire s'inscrivant très probablement dans l'élan général des XIIIe et XIVe siècles qui voit naître l'élaboration de glossaires. La France, par exemple, ne produira des dictionnaires au sens propre du terme qu'au XVe, XVIe siècle, sous l'impulsion des premiers humanistes. C'est ce qui vraisemblablement explique l'apparition des œuvres coptes que les savants européens appelèrent scalae, terme latin signifiant échelle, que les lettrés coptes eux-mêmes ont repris des arabes. Il s'agit là d'un terme générique. Ces documents normatifs matérialisent donc les efforts entrepris par une poignée d'érudits entre le milieu du XIIIe et le milieu du XIVe siècle pour sauvegarder leurs connaissances grammaticales et lexicales menacées par l'arabe. Cet ultime sursaut identitaire se concrétise non dans l'ensemble de leurs dialectes, le copte ayant été une langue fortement dialectalisée, mais dans les deux langues qui étaient encore parlées, à savoir le boérique, de l'arabe bouhaïra signifiant Basse-Égypte, la langue liturgique officielle de l'église copte depuis le XIe siècle, et le saïdique, de l'arabe sahid signifiant Haute-Égypte, qui avait joui de cette prérogative jusqu'à cette date. Or, les quelques 150 scalae connus recouvrent deux réalités bien distinctes. Si en Europe, le terme scala désigne un volume pouvant contenir grammaires et vocabulaires,
On va parler de la Scala de Montpellier, bien qu'en réalité le manuscrit réunisse une grammaire et 2 vocabulaires d'origine différente. Les Coptes distinguent quant à eux clairement la première partie grammaticale, qu'ils appellent Mukaddima, c'est-à-dire préface ou introduction, de la seconde partie lexicographique, qu'ils nomment Sullam, littéralement échelle, et qui est l'axe central de ses œuvres. Échelle, probablement en vertu de l'impression que donnaient les listes de mots écrits pour le copte de gauche à droite, pour l'arabe de droite à gauche, et dont on connaît 3 types: copte arabe, grec copte et copte grec arabe. Précisons toutefois que l'image qu'on a des Scalae est partielle, car il n'existe à l'heure actuelle aucun inventaire exhaustif de ces ouvrages. Par ailleurs, on ne compte aujourd'hui que la transcription de la Scala 44 de la Bibliothèque nationale de France en langue saïdique, éditée en 1930 et dont la traduction en français n'est parue qu'en 2006, ainsi que l'édition et l'étude de la dernière préface grammaticale originale attestée, publiée en 1972. Nous allons y revenir. Précisons enfin que la diversité observée au sein de ces compositions, dans leur contenu, l'agencement des chapitres, la présence ou l'absence de tel ou tel thème, les différentes combinaisons de langues doivent certainement être le reflet de préoccupations philosophiques locales, voire de traditions variées auxquelles appartenaient leurs rédacteurs. Deux points d'ancrage caractérisent la Mukaddima. D'une conception initialement paradigmatique, elle passera à une catégorisation typiquement arabe de la grammaire. Bon, pour le dire autrement, la Mukaddima évoluera d'un esprit encore plus ou moins égyptien, peu marqué par l'approche arabe de la grammaire, vers un concept authentiquement arabe. On retiendra que les préfaces grammaticales respectent toutes, y compris la première, le principe de tripartition propre à la grammaire arabe, à savoir verbe, nom, particule. Mais l'application des catégories grammaticales arabes à la description de la langue copte ne peut rendre compte des principes linguistiques de cette dernière, le copte n'étant pas une langue sémitique, mais agglutinante, à l'instar du turc, du japonais ou du basque. Quant aux rares parties syntaxiques, elle se montre, sauf exception, elle se montre assez élémentaire et confuse, au point qu'on se demande si ces grammairiens, totalement arabisés, possédaient encore une connaissance approfondie de leur langue d'origine. Concernant le Sullam, les listes de vocabulaire relèvent de 3 types. Le lexique onomasiologique ou thématique, caractérisé par le principe de l'association d'idées, prétendument d'origine égyptienne, le lexique alphabétique ou glossaire d'origine grecque, le vocabulaire rimé de tradition arabe. 2 enjeux ont motivé la réalisation de cet outil. D'une part, l'apprentissage des connaissances essentielles des livres fondamentaux de la Bible, et d'autre part, l'acquisition d'une vision synthétique du monde. Les vocabulaires se présentent sous la forme de listes bilingues, copte-arabe, mais par copte, il faut vraiment comprendre aussi bien les mots d'origine autochtone que les mots d'emprunt, donc grec, plus rarement trilingue, grec-copte-arabe, voire, et ça c'est plutôt rare, très rarement, monolingue. La Vatican en possède plusieurs exemplaires. Ces listes sont riches de renseignements uniques en matière de lexique spécialisé, sur Dieu et ses attributs philosophiques. Alors toutes les Scalae, sans exception, débutent par ce chapitre. Sur les noms des cieux et des étoiles, la botanique, la géographie, les animaux, les pierres précieuses, les femmes, réduites à des considérations de taille, petite ou grande, d'âge, jeune ou vieille, de maternité, enceinte, allaitant ou sage-femme, etc. Les vices et les vertus, nombreuses qui en douteraient, et les lexiques de certains livres bibliques, etc., etc. Que savons-nous des principales figures phares? J'en ai retenu 7,
de ces points d'ancrage philologique et lexicographique qui, chacun à leur manière, ont apporté une pierre à l'édifice. Paradoxalement, pas grand-chose, parfois juste le nom au détour d'une préface. Chacune des œuvres de ces pionniers forme le maillon d'une chaîne, chacun reprenant en effet le travail de son prédécesseur en s'efforçant de faire mieux. Seul le dernier maillon de cette chaîne se distingue par l'originalité de son approche, qui pourtant restera lettre morte parmi les auteurs, ou plutôt les copistes et postérieurs. Les 6 premiers traités, portant tous sur la langue boérique, donc du Nord, sont apparus au milieu du XIIIe siècle en à peine une trentaine d'années. Sans jamais supplanter le modèle initial de Jean de Samanoud, certains, j'y viens tout de suite, certains vont en perfectionner la préface, d'autres simplement la retoucher. D'autres encore vont innover en adoptant le modèle arabe du vocabulaire. Alors tous les épigones de Samanoud sont contemporains et auraient obéi à l'impulsion du plus jeune frère Al-Assal. Tous s'attacheront à lui donner un vernis plus ordonné, plus arabe. Quant au dernier traité, traitant du saïdique, il a vu le jour un siècle plus tard, dans la région de Kous, en Haute-Égypte. L'œuvre pionnière et fondatrice de l'évêque Jean de Samanoud, ville de Basse-Égypte, composée en arabe et en boérique, forme le pilier des Scalae à venir. L'historique de cette œuvre est résumé dans la Scala copte 47 de la BNF. Je lis. La langue copte ayant disparu de la conversation, les pères éminents ont déjà composé une scala dans laquelle ils ont réuni tout le langage, noms et verbes. Leur but était de fournir un instrument parfait de traduction. Mais des personnes ont trouvé ce livre par trop volumineux. En apprendre une partie ne suffit pas à leur intention. L'apprendre en entier, c'est chose ennuyeuse qui coûte trop à leur paresse et à leur insouciance. Aussi a-t-il été nécessaire que ces maîtres de la science composent une traduction de livres ecclésiastiques nécessaires à la liturgie. Ce sont les livres de Dieu en usage dans l'Église orthodoxe. Les évangiles, les lettres de saint Paul, l'épître catholique, les actes, les psaumes, les cantiques, les théotokies, donc c'est-à-dire les offices de la Sainte Vierge pour lesquels les coptes ont une vénération toute particulière, les messes et ceux qui les accompagnent. L'auteur a commencé par l'évangile de Saint Jean à cause de sa facilité pour encourager l'étudiant. Sa préface, donc sa Muqaddima, reste cependant succincte, réduite au rudiment de la langue copte boérique. Bon, à sa décharge, on va dire qu'elle a le mérite de la brièveté. Elle se veut davantage une introduction grammaticale permettant de mieux appréhender le lexique qui suit, dont les mots ne sont pas classés alphabétiquement ou selon un ordre logique, mais répertoriés au fil de la lecture des textes bibliques et liturgiques les plus employés, d'où son nom de scala ecclésiastique. L'inconvénient de ce type d'absence de classement est évident. Ce modèle samanoutien de scala aux principes élémentaires, qui va se fossiliser sitôt sur le papier, fut le plus recopié de tous, sans doute en vertu de la permanence en toute chose, caractéristique de l'esprit copte, voire de sa valeur identitaire, c'est-à-dire en raison de son caractère profondément copte, d'acte de piété envers le premier maître en vertu d'une sacralisation du savoir. Et l'ethnologue Cérès Wissawasef écrivait « Les Égyptiens ne renonçaient jamais à ce qui, une fois, avait été institué. Ils juxtaposaient ou superposaient, mais ne supprimaient jamais. » Athanas Kircher fera connaître Samanoud dès 1643 ou 44 en publiant sa préface dans sa Lingua Aegyptiaca, d'après un manuscrit du Vatican rapporté d'Égypte par Pietro della Valle, le Vatican 71. Alors j'en viens à ces familles, à la suite des figures. Donc issu d'une famille noble du Caire et haut fonctionnaire de l'administration ayoubide de l'Égypte,
Abou al-Faraj ibn al-Assal eut une activité littéraire entre 1231 et 1253. Il avait 2 frères écrivains renommés. Alors, a-t-il connu Samanoud? C'est possible. Ce qui paraît en revanche certain est qu'il a dû avoir sous les yeux la préface samanoudienne qui lui a servi de canevas, tant les similitudes sont nombreuses, malgré les améliorations apportées. Alors, d'une grande érudition, il a mêlé dans son œuvre aussi bien le bohérique que le saïdique, la rendant ainsi unique. Le plus jeune frère d'Abou al-Faraj ibn al-Assal, donc Abou Ishaq Ibrahim ibn al-Assal, s'illustra avec la scala rimée, composée vers 1263-64, mais restreinte aux livres liturgiques, publiée par Kircher également. Intitulée par son auteur La scala rimée et l'or raffiné de ses mots, elle rompt avec celle des autres épigones en ce qu'elle suit un classement alphabétique cette fois-ci, mais à la mode arabe. Autrement dit, un classement s'opérant à la fois par la dernière lettre et par la première. En réalité, sa scala n'avait rien de commun avec une œuvre en rime et n'était pas non plus un dictionnaire au sens où nous l'entendons. D'Ibn Khatib Kaysar, contemporain de Samanoub et des frères al-Assal, nous ne savons pas grand-chose non plus. Sa préface, également reproduite dans la lingua aegyptiaca, est assez semblable à celle de Samanoud. Mais elle se distingue par l'adjonction d'une partie portant sur la syntaxe, là où les autres auteurs se cantonnent à la morphologie. Le grammairien Al-Kalyoubi, que l'on ne connaît également que par Abou Ishaq Ibrahim ibn al-Assal, innove en soulignant la particularité agglutinante de la langue copte. Il écrit « Or, il est des langues dont les marques distinctives sont exprimées par des voyelles, comme l'arabe. Dans d'autres, ces marques sont exprimées par des segments morphématiques qui s'organisent dans le mot lui-même, et la langue copte appartient à ce type. » Je vous ai séparé les morphèmes, donc les éléments, les morphèmes du segment où est l'homme. La préface d'Ibn al-Douairi, quant à elle, suit le même modèle que les autres. En revanche, il l'a considérablement enrichi en exemples et a introduit une division en chapitres. Un siècle plus tard, l'œuvre grammaticale en saïdique de l'évêque Athanase de Kous, le dernier grand écrivain copto-arabe du Moyen-Âge, clôt cette chaîne d'œuvres composites. Sa grammaire sera la plus complète et la mieux structurée des langues coptes. Son chapitre sur la phonétique en fin de livre est précieux pour la connaissance de la prononciation du copte à l'époque médiévale. Mais paradoxalement, elle ne connut aucune diffusion, contrairement à celle de Samanoud. Alors, des compilateurs vont prendre la relève, non pour créer, développer ou améliorer, mais pour réunir à l'intérieur d'un même manuscrit diverses œuvres de ces promoteurs de la langue copte, comme par souci d'exhaustivité. Voilà, on ne rejette rien, on garde tout et on empile. J'en viens à la scala de Montpellier. Édouard du Laurier, orientaliste toulousain, Toulouse ont été également originaire Guillaume Bouljour, professeur de malais et de javanais à l'école spéciale de langues orientales, aujourd'hui l'INALCO, et auteur de diverses publications relatives à la langue copte, donne dans le catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements une description très éclairée des qualités et défauts de l'œuvre de Samanoud reproduite dans la Scala de Montpellier, dont il publie d'ailleurs quelques passages. Copie du manuscrit qu'il estime au demeurant peu soigné. Et vous verrez que son jugement est quelque peu sévère. Il écrit « Si l'on juge la grammaire de Séménoudi du point de vue où nous placent les habitudes rigoureusement didactiques de notre esprit occidental, on trouvera sans doute qu'elle manque d'ordre et d'unité.
L'auteur ne s'est pas astreint à la méthode qui classe les mots d'une langue d'après les données de l'étymologie, qui ramène à des lois générales les différentes formes sous lesquelles ils se présentent dans le discours et qui règle l'emploi de ces formes. Cette méthode est celle qu'ont suivi les autres auteurs égyptiens qui ont écrit sur la grammaire copte, comme Ibn Qaysar, Ibn Fayri, etc., et qui ont adopté la triple division en usage dans la grammaire arabe du nom, du verbe et de la particule. Le système de Séménoudi est moins analytique, mais il fait pénétrer peut-être plus profondément dans le génie de la langue égyptienne et en fait mieux connaître l'organisme. Je dois ajouter que ces préceptes sont énoncés généralement avec une grande clarté, sous une forme aphoristique qui les grave et les fait retenir facilement dans la mémoire. Alors Du-Laurier touche ici du doigt l'un des points fondamentaux, le rôle joué par la mémorisation dans la culture monastique. Il a également très bien perçu le caractère plus authentiquement égyptien de cette grammaire, contrairement à celle de ses successeurs qui ont souscrit de façon rigoureuse au principe des grammairiens arabes. Cette œuvre de commande de Perestre, qui fut en quelque sorte son lot de consolation, lui qui n'a jamais réussi à avoir accès aux documents de Pietro della Valle, était destiné à servir un projet linguistique précis, le percement du mystère des hiéroglyphes. Elle constitue par conséquent un jalon important dans l'histoire du déchiffrement des hiéroglyphes. Datée du 20 août 1634, elle a été copiée donc sur un papier verger qui est malheureusement non filigrané. La reliure en velours noir indique, selon Édouard Du-Laurier, qu'elle provient de la bibliothèque buérienne. Pourtant, le manuscrit ne figure nulle part dans le catalogue de Jean IV Bouillet. Quel a donc été le parcours exact de ce manuscrit une fois remis à Claude Saumaise par Peresque? Comment se retrouve-t-il entre les mains de Prunelle? Si mystère il y a, il m'échappe encore. Alors je vous l'ai déjà dit, donc on lit l'ex libris de Saumaise en haut de la première page, et sur les gardes, à la fin, donc à gauche de la diapo, apparemment de la main de Peresque, les lettres de l'alphabet copte avec leurs équivalents grecs inscrits en caractères minuscules au-dessus. La Scala de Montpellier se compose de 3 parties. La grammaire de Jean de Samanoud, la Scala ecclésiastique du même Jean de Samanoud et une autre Scala qui s'inspire en partie de la dite Scala Magna d'Aboul Baraka Inkabar, qui est mort en 1324. Alors cette Scala Magna, également publiée par Kircher, est la plus achevée de toutes, la plus renommée aussi et la plus utilisée. Avec elle, le champ sémantique s'élargit considérablement par rapport à celui de ses prédécesseurs. En effet, le dessein de son auteur fut de produire une œuvre encyclopédique comprenant près de 6000 mots dans une volonté d'englober le monde sous la forme d'un catalogue raisonné de l'univers. Organisé en 10 thèmes, l'auteur parle de portes, des mondes supérieurs et inférieurs à la sphère humaine. Les mots s'enchaînent, telle une comptine, une idée en appelant une autre. Avant de conclure, je voudrais souligner 2 autres intérêts de la Scala de Montpellier, très brièvement. Premièrement, il semblerait que certaines scalae soient la forme abrégée de telle autre. Il en irait ainsi de notre manuscrit montpelliérain, lequel serait une version longue, dont la Scala de Cambridge, de 2 ans antérieure, soit de 1632, serait un abrégé. Qu'en est-il exactement? En a-t-on d'autres exemples? Les parties omises nous disent-elles quelque chose sur la perception du savoir de son auteur, de la perception du savoir à son époque, des objectifs recherchés? Je garde espoir de mener à terme, dans un avenir proche, ce travail considérable d'édition et de recherche sur la Scala de Montpellier et celle de Cambridge. Se pose également la question du format de certaines scalae. Celle de Cambridge est d'un format très petit, au point de se demander si nous ne serions pas, par ce format de poche, en présence d'une Scala de voyage. Il n'en existe qu'un seul autre exemplaire à la Bibliothèque nationale de France qui réunit d'ailleurs du vieux français retranscrit en caractère copte. C'est la mairie. Deuxièmement,
La Scala copte 77 de la BNF, qui était également en possession de Saumaise, serait la copie exacte d'une partie du manuscrit de Montpellier, la pagination des 3 parties étant respectée. Ça veut dire que toutes deux remonteraient à un original commun. Cependant, le copte 77 est incomplet. De la préface de Samanoud, il n'y a que le texte arabe suivi des seuls mots coptes. La place donc de l'arabe étant restée en blanc, sauf à de rares endroits. Les 2 scalae suivent, donc la scala ecclésiastique et les mots coptes d'un vocabulaire thématique, ne déroulent, sauf exception rare, que les mots coptes. Là encore, la place de l'arabe ayant été laissée en blanc. Donc cette scala inachevée, peu soignée d'ailleurs, vous montre la méthode de copie qui était employée à l'époque, pas simplement pour les scalés, mais pour tous les manuscrits, où copte et arabe étaient recopiés séparément, avec pour principe les 2 tiers de la page réservés aux coptes, le dernier tiers à droite pour l'arabe. J'en arrive à ma conclusion. Ces ouvrages, pour la plupart, sont d'un intérêt documentaire majeur, dans la mesure où ils marquent un seuil épistémologique dans la culture et les études coptes, et furent à la base de l'apprentissage du copte en Europe dès le XVIIe siècle. D'Athanas Kircher à l'égyptologue allemand Ludwig Stern, qui par ailleurs est le seul à l'heure actuelle encore qui traite dans sa grammaire à la fois du boïrique et du saïdique, donc qui est d'ailleurs l'auteur de la première grammaire raisonnée du copte, en passant par Guillaume Bonjour et Champollion, qui a travaillé sur la Lingua Aegyptiaca de Kircher en y portant des annotations et sur des scalae de la BNF. Pas un savant qui n'ait travaillé sur ces ouvrages qui servirent de catalyseur dans le déchiffrement des hiéroglyphes. La chaîne de la langue égyptienne, des hiéroglyphes au néo-égyptien, puis du démotique au copte, n'ayant jamais été interrompue. Alors que ce soit dans la perspective du déchiffrement des hiéroglyphes, que ce soit pour des raisons linguistiques, un intérêt orientalisant, nous ne disposons pourtant toujours pas de catalogue général de ces œuvres pionnières, alors même qu'elles sont la source principale des grammairiens et lexicographes du XVIIe au XIXe siècle. Quasiment toutes inédites, on les évoque ici et là, on les décrit globalement. Pourtant, les thèmes de recherche ne manqueraient pas. Épistémée de la grammaire copte, phonologie du copte médiéval, etc. Bien plus, elles soulèvent nombre de questions. Quel savoir, au pluriel, reflètent-elles? Sont-elles le conservatoire par rapport aux textes qui nous ont été transmis, tout genre littéraire confondu? Quelle démarche scientifique et ou religieuse ont participé à leur formation? Quelle est la part exacte des héritages, réels ou supposés, égyptiens, grecs, arabes, dont elles sont redevables? Car elles ne représentent pas évidemment des créations ex nihilo. Que nous disent-elles de leurs auteurs et de leur milieu? Érigées en forteresse du savoir, où la communauté ecclésiastique semble s'être substituée à la communauté générale, comment expliquer historiquement et socialement leur apparition au Moyen-Âge, ainsi que la fossilisation et la sacralisation de celles-ci dans leur création et jusqu'à la fin du XIXe siècle? C'est grâce aux travaux de cette poignée d'érudits que le copte doit de n'être pas tombé dans l'oubli. Enfin, dans le manuscrit autographe de la grammaire de Champollion, daté de 1831, qui avait composé une grammaire et un dictionnaire copte, on perçoit bien à quel point cette langue fut déterminante pour lui dans le déchiffrement des hiéroglyphes. Ceci termine ses prolégomènes. Quiconque y remarquera une erreur, qu'il la note et la corrige, et qu'en retour de ce service, il obtienne la rétribution et la récompense qu'il mérite. Tels sont les termes de la note figurant à la fin de la partie grammaticale de la Scala de Montpellier, que je ne pouvais bien modestement que faire mien en cette occasion. Je vous remercie de votre attention.